Il est 19 h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. De nouvelles sondes installées sur Terre, voilà la mission de cette nouvelle équipe de scientifiques arrivés à Mayotte. Objectif, renforcer la couverture sur Terre comme sur mer afin de mieux étudier les séismes de Mayotte. Notre grand format de ce mercredi soir est consacré aux écoles privées. Pourquoi ont-elles autant de succès? Nos enfants y travaillent-ils mieux que dans le public parce que le service est payant? Nous nous sommes posé la question. Et enfin, troisième épisode ce soir de notre rubrique Rencontre avec. Ce soir, nous serons avec Nadjima Mahmoud, une jeune patineuse originaire de Mayotte qui nous a accordé une petite parenthèse dans ses vacances en famille pour se ressourcer. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. On commence par ce mouvement de grogne du côté des pompiers de la caserne de Kaweni, mécontents suite à un rapport émis par leur direction et au préfet et à la présidente du conseil d'administration du SDIS, le service départemental d'incendie et de secours. Rapport qui relate, selon la direction, 3 mois d'observation du SDIS avec ses points positifs, négatifs et axes à améliorer dans le service, comme par exemple la formation des soldats du feu. Un rapport qui manque de transparence, estiment les pompiers. C'est en tout cas l'une des raisons de leur colère ce matin. Écoutons l'un d'eux au micro de Zora Abdou Café. Ce qui est primordial, c'est que les sapeurs-pompiers de Mayotte, le personnel, puissent se sentir bien dans leur lieu de travail. Se sentir bien dans leur lieu de travail, ça va dans les conditions de travail, la sécurisation de nos casernes. Les portes sont ouvertes, ils ne sont pas sécurisés, tout le monde peut rentrer. Donc il y a des agressions. Là, on connaît ce phénomène qui est en augmentation sur notre département. Il y a des accidents de travail, par exemple ce qui s'est passé hier avec le CCAF qui s'est retourné. Ça, c'est des choses où le CHSCT a toute sa légitimité pour se réunir, pour travailler. Le CHSCT, il n'a jamais été activé au SDIS depuis 2014, qui est obligatoire. Il n'a jamais été activé. Au jour d'aujourd'hui, le CHSCT ne travaille pas et n'est pas fonctionnel. Donc nous, on l'a demandé et ça fait partie de revendications du personnel. Mais bien évidemment, ce que nous demandons également, c'est une mutuelle. Et j'ajoute que la direction que nous avons eue au téléphone dit ne pas avoir très bien compris la raison de cette grogne et estime tout simplement qu'il y a eu un problème de communication entre elle et ses agents. Mais concernant les axes d'orientation du SDIS et pour la bonne marche du service, tout sera fait dans le dialogue et la concertation, nous a-t-il dit au téléphone donc. Après la venue sur l'île des scientifiques de l'Institut du globe de physique de Paris, il y a une dizaine de jours, voilà que leurs homologues travaillant pour le compte du ministère de la Transition écologique prennent le relais. Leur mission, installer des sismographes sur Terre pour compléter le dispositif en mer, histoire de mieux étudier et comprendre les tremblements de terre réguliers à Mayotte. Hachim Seydachim, Ibrahim Dogo. Ce réseau terrestre est composé de capteurs, d'un système informatique d'acquisition de données et d'une antenne GPS. Depuis le premier séisme, près de 10 mois se sont écoulés, consacrés à la recherche de financement auprès des ministères concernés, des financements qui arrivent après 1608 séismes de magnitude supérieure à 3,5. Alors les ministères concernés, c'est le ministère de l'Outre-mer, mais c'est le ministère de la Transition écologique, c'est le ministère de la Recherche. Donc tout ça, il y a eu des discussions, il a fallu trouver des financements, trouver des techniques, et ça a donné lieu à un appel d'offres à projet. Et ce projet est mené aujourd'hui par un groupement de scientifiques nationaux. Un financement pour compléter le réseau de sismomètres existant. L'ensemble des appareils combinés terre et mer vont permettre d'apporter des données plus précises et une meilleure compréhension des séismes. L'ensemble des données de ces stations vont ensuite être regardées dans leur ensemble par divers instituts pour affiner à la fois la localisation de ces séismes, à la fois en X et Y, c'est-à-dire en latitude et longitude, mais également en profondeur. À l'heure actuelle, on a une grosse incertitude sur la profondeur elle-même de ces événements sismiques, savoir s'ils se passent à 30 km de profondeur ou à 4 km de profondeur sous l'océan, nous en apprendra beaucoup sur les événements en cours à l'est de Mayotte. Pas moins de 400 000 € sont mobilisés pour permettre à la communauté scientifique de se pencher sur les phénomènes de séisme qui sévissent dans la région. Les premières réponses aux phénomènes sismiques seront connues d'ici 3 à 8 mois.
Nous nous intéressons ce soir aux écoles privées. Mayotte en compte une bonne vingtaine aujourd'hui, des écoles qui attirent de plus en plus de parents. Pour quelles raisons? Combien coûtent-elles? Et y a-t-on forcément un meilleur enseignement que dans le public? Bref, est-on mieux lotis dans le privé? Pour tenter de répondre à cette question, nous nous sommes rendus dans 3 écoles de la place. Les images sont signées Géraldine. Alors nous on est ouvert depuis 2006, donc c'est vrai que les premières années c'était souvent des personnes expatriées. Et puis d'année en année, oui, on a eu beaucoup de locaux. Chaque année, les files d'attente s'allongent pour intégrer les écoles payantes de Lille. Dans le premier degré, près de 3000 enfants y sont scolarisés aujourd'hui, contre une petite centaine il y a à peine 30 ans. Alors comment expliquer cet attrait pour le privé? Nous sommes partis à la rencontre de Bernard Baye. Avec sa femme, ils ouvraient leur premier établissement il y a tout juste 18 ans. Je pense qu'il y a la formation des maîtres dans le public qui reste encore un petit peu difficile. On a recruté longtemps des gens sans le bac. Et puis aussi le fait que les écoles publiques il y a beaucoup d'enfants dans les classes et beaucoup d'enfants qui parlent mal français. Des arguments repris entre autres par les parents d'élèves que nous avons croisés à la sortie de l'école. Par rapport à tout ce qu'on entend sur le public, notamment l'encadrement ou le niveau des cours qui y sont dispensés, on a préféré la mettre dans le privé pour être certain qu'elle ait un niveau correct si un jour nous sommes amenés à quitter Mayotte par exemple. Mayotte est débordée, il y a trop de monde, il y a trop d'enfants qui naissent. Du coup, dans les publics, il n'y a aucune place, mais vraiment aucune place, quoi. Donc la seule solution, c'est de les envoyer en privé. En privé, la prof a le temps de voir la petite en fin de journée, est capable de venir vous dire que voilà, il y a un souci sur ça, si vous pouvez travailler, parce que de toute façon, un enfant a toujours besoin d'aide, donc les parents ont toujours derrière. Mais public, il n'y a pas du tout ça. J'ai des cousins qui ont leurs fils qui sont dans le public. Et je me rends compte, à un niveau comme la CM2, ils ne savent même pas écrire leur nom ni s'exprimer correctement français. Je me suis dit que là, il faut vraiment que je prenne mes précautions. Dans le privé, pas de rotation ni de rythme scolaire avec des horaires contraignantes, d'où le choix aussi des parents. Un choix coûteux pour le coup, compté en moyenne de 2 760 à 3 260 € l'année par enfant, hors frais de centres de loisirs, halte garderie ou autres services. Et il y a même des parents qui se privent vraiment. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément des salaires moyens, où il n'y a qu'un parent qui travaille sur les deux. Et ils se privent vraiment pour la scolarité de leurs enfants. Donc ils se rendent vraiment compte que la scolarité est vraiment importante. Mais parce qu'on paye, l'enseignement est-il forcément de meilleure qualité? Difficile de le savoir. Ces écoles sont hors contrat. Pas de regard donc du vice-rectorat en la matière. Elles embauchent qui elles veulent, encore faut-il trouver du personnel. On est en partenariat chaque année puisqu'on a maintenant un logiciel, toutes les écoles ont un logiciel pour déclarer leurs enfants. Donc on a un logiciel spécial mis en place par le vice-rectorat. On a des réunions donc, pour le passage des CM2 au collège, donc on est en relation pour ça. Après, moi j'ai toujours demandé une reconnaissance par rapport à mes enseignantes. Je pense qu'elles auraient aimé un droit de regard extérieur pour voir si elles faisaient bien leur boulot, mais ça vient, ça arrive. Depuis quelques années, on a beaucoup de turnover, enfin plus de turnover, puisqu'on a un recrutement qui a changé. On a des gens plus jeunes, plus diplômés, mais plus jeunes, avec un peu moins d'expérience. Alors ça, c'est pas vraiment un problème parce qu'on peut les encadrer, puisqu'on est plusieurs enseignants ex-éducation nationale, maîtres formateurs sur l'école, donc ça c'est pas tellement le souci. Le souci, c'est que ce sont des gens qui viennent à Mayotte pour voir, qui viennent se faire une expérience d'1 an, 2 quand on a de la chance et qui partent. Nous rencontrons surtout 2 types de problèmes au niveau des recrutements. Parfois nous avons du mal à trouver des personnes diplômées. Et sinon, c'est en ce qui concerne l'accueil. Nous devons souvent refuser aux parents une place dans l'école ou au centre aéré parce que malheureusement l'établissement n'est pas assez grand. Je recrute à la juste valeur, c'est-à-dire que je ne reprends pas une personne qui n'a jamais enseigné déjà,
parce que moi-même n'étant pas enseignante, j'ai appris sur le terrain. Et ça fait 10 ans que je fais des remplacements par exemple dans les classes et je ne me considère pas comme enseignante. Je fais du remplacement, c'est pour ça qu'il y a une formation à la base. C'est pour tout le côté pédagogique et administratif encore une fois. Donc la juste valeur, c'est-à-dire donc avoir déjà enseigné plusieurs années, avoir un bon contact avec les enfants, avoir un bon niveau français. Et respecter bien sûr le programme de l'éducation nationale, soit nous ce qu'on fait, on fait du Montessori en maternelle, la pédagogie que nous on veut enseigner, quoi. Il faut savoir que ces écoles ne sont pas non plus tenues de suivre les programmes officiels et sont libres dans leur pédagogie. Ici par exemple, on fonctionne par double niveau. Moi j'ai une classe de CE1, CE2. Nous avons un petit CE1 et un grand CE2. L'avantage du double niveau, c'est que ça permet de travailler en fait quasiment sur tout le cycle. Donc les CE2 du coup peuvent faire des révisions grâce au CE1 quand les CE1 abordent une nouvelle notion. Et les CE1, ça leur permet de prendre un petit peu d'avance quand les CE2 abordent aussi une nouvelle notion. Dans le public surchargé, pas toujours évident d'avoir autant de flexibilité, vu le nombre toujours croissant d'élèves. Qu'en sera-t-il alors à la rentrée prochaine avec l'instruction obligatoire dès 3 ans? L'avenir nous le dira. En 2020, à Paris, le parc de la Villette devait accueillir la Cité des Outre-mer. L'idée, qui avait germé dans les années 2000, a été balayée pour ne devenir au final qu'une simple plateforme numérique. Alors bien sûr, des voix s'élèvent pour crier au mépris affiché par les hautes instances pour les cultures ultramarines. Lyot Vaz. Une Arlésienne, cette Cité des Outre-mer, dans le parc de la Villette, le lieu qui lui était promis est depuis janvier réaffecté à l'accueil de personnes en grande précarité. Pourtant, en mars 2017, François Hollande inaugure en grande pompe cet ancien cinéma désaffecté qui doit accueillir cette fameuse Cité des Outre-mer. 10 millions y sont affectés. Très important que ce que nous faisons ici soit un élément de cohésion, de solidarité et d'unité. À l'époque, la maire de Paris parlait même d'un geste en faveur de la diversité. Pour moi, c'est aussi une façon de dire il y a ces mélanges de cultures qui font la force de notre République, qui font la force de notre capitale aussi de Paris. Et tout cela devait trouver un lieu pour être valorisé. Pour faire rayonner les cultures d'outre-mer, on voyait grand pour cette cité une salle de spectacle, un lieu d'exposition, des salles de réunion. Mais sous l'ère Macron, les ambitions sont revues à la baisse. On ne parle plus aujourd'hui que d'une vague plateforme numérique. Georges Paul-Angevin, qui a porté le projet à bout de bras lorsqu'elle était ministre, s'interroge. Stupeur, ce projet a été interrompu. Donc je pense que ça pose le problème de la parole de l'État. Quand l'État s'engage, signe des conventions, vote des budgets, on ne peut pas après simplement s'asseoir sur les décisions qui ont été prises. Pour le comédien Jean-Michel Martial, c'est aussi un recul. Il se souvient qu'il y a 30 ans existait un endroit pour les cultures ultramarines, le Théâtre Noir. Si ces lieux n'existent pas, comment allons-nous faire? Nous réunir sur la voie publique? On n'en est plus au Théâtre Noir. Nous voulons un lieu qui représente, qui permette d'accueillir les expressions multiples et variées des ultramarins. C'est la Cité des Outre-mer. Sollicité à plusieurs reprises, le ministère des Outre-mer n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ouvrons maintenant notre page consacrée cette semaine à des portraits de jeunes femmes et de femmes. Ce soir, rencontre avec Najma Mahmoud, partie très jeune de Mayotte avec sa famille pour aller s'installer dans l'Hexagone. La demoiselle fait du patinage, un sport qu'elle n'aurait jamais pu faire en étant sur son île natale. En vacances actuellement à Mayotte, Zora Abdoucafé et Atoumani Simba en ont profité pour faire sa connaissance. Tel un signe sur la glace, Nadima allie figure artistique et acrobatie. Cette jeune femme d'1,60 m patine depuis qu'elle a l'âge de 3 ans, autant dire qu'elle patinait avant même de savoir marcher. Elle est en vacances auprès de sa famille à Mayotte et vient de souffler ses 20 bougies. Cette jeune femme fait la fierté de ses proches. Le patinage est une passion pour Nadima, mais c'est aussi un coût pour la famille. Par an, sa famille dépense plus de 20 000 €. J'ai toujours été là, même en étant très loin, j'ai toujours été là. Avant même de rentrer
définitive à Mayotte, j'étais là, je faisais ce que je pouvais. C'était moral et physique, les deux, parce que ça a toujours été comme ça. Reçue à la mairie de Mamoudzou avec les honneurs, Nadima et sa famille reçoivent depuis l'année dernière un soutien financier de la municipalité. Elle a perçu l'année dernière une somme de 4 000 €. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose qui permet à la famille de pouvoir respirer. Parce qu'on sait très bien, quand on est dans les crêpes, quand on fait faire des déplacements un peu partout, ça coûte extrêmement cher à la famille. Compétitrice et ambitieuse, Nadima veut faire connaître son sport à Mayotte et par la même occasion susciter des vocations. Les compétitions étaient très difficiles parce que tu as des fois où je gagnais et des fois où je perdais. Donc c'était très difficile, mais ma maman m'a toujours dit que c'est dans les échecs que tu apprends. Et en effet, c'était dans les échecs que j'ai bien appris. Mon objectif, c'est de construire une patinoire et de faire connaître la patinoire, le patin à Mayotte. Cette jeune femme force l'admiration de son entourage, en premier lieu celui de sa petite sœur. Et pour cause, Nadima est classée 5e meilleure patineuse de France. Elle est 2 fois championne de France novice, championne de France junior avec un record de France pendant 4 ans, un palmarès qui lui permet aujourd'hui de viser les Jeux Olympiques de 2024. On s'arrête à présent sur le Hip Hop Evolution Festival, 5e édition qui a débuté le 1er mars pour se terminer samedi 9 mars à Cavani. Dans ce cadre, plusieurs manifestations et rencontres sont organisées avec les danseurs de Lille sur différents sites, après Dembéni, la place de la République à Mamoudzou ou encore la MJC de Tingoni. C'est à la MJC de Kaweni qu'avait lieu une séquence de formation de jeunes danseurs de hip-hop avec des artistes de cirque venus spécialement de la métropole et invités par l'association Hip Hop Evolution. Reportage à la MJC de Kaweni avec Bibi Mariam Alidi et Ibrahim Dogo. Ces jeunes de Kaweni apprennent le trekking. Un enchaînement d'acrobaties et de figures simultanées et rapides. Ce sont ici les mouvements utilisés par les artistes de cirque. Tout se passe bien parce qu'ils nous apprennent des gestes que nous faisions déjà, mais pas de la bonne manière. On avait tendance à nous faire mal et là, ils nous expliquent comment éviter de nous blesser. On faisait des roulades n'importe comment, alors ils sont ici pour nous accompagner dans nos gestes. Emma Verbeek est une artiste de cirque à Lyon. En 3 jours, elle et sa troupe se donnent comme objectif d'inculquer à ces jeunes apprentis les bases de cet art méconnu à Mayotte. Ils ont plein d'avenir et plein de potentiel et s'ils ont envie que ce soit leur métier, ils peuvent le faire. Il faut juste qu'ils soient motivés et qu'ils s'entraînent. À la suite du premier jour, ça se passe très bien. Les jeunes sont très contents de voir différentes choses. Pour eux, ça leur apporte une manière différente de travailler. C'est pas la façon dont eux ils travaillent, donc ils étaient contents de découvrir des nouvelles choses dont ils n'avaient pas forcément l'habitude. Le 8 mars prochain, ces jeunes vont à leur tour organiser un spectacle de trekking à Kaweni, histoire de montrer au public ce qu'ils ont appris. Et sachez que la 5e édition du Hip Hop Evolution Festival se clôturera samedi soir avec la battle de l'année au gymnase de Cavani Mamoudzou à partir de 18h30. L'entrée est payante, sauf pour les moins de 14 ans. Et au programme ce soir sur votre antenne à partir de 20h, n'oubliez pas votre émission Kalawadala présentée par Miss Baoudine Bakar. Avec ses invités, ils parleront ce soir du toilettage institutionnel de Mayotte. Autour de la table, Zaidou Bamana Estel Youssoufa, Ibrahim Banahiri et enfin Ahmed Atoumani Douchna. Débat à suivre donc à partir de 20h. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de votre attention. Je vous rappelle, avant de nous quitter, la venue d'une nouvelle mission scientifique à Mayotte pour installer des sismographes sur Terre. Installation en collaboration avec le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière. Ainsi, 2 sismographes seront installés à Kanikeli et Mtsamboro, en plus de celui installé en Petite Terre aujourd'hui pour compléter le dispositif en mer afin de mieux étudier les séismes à Mayotte. Yasmine Jaffar dans un instant pour le journal en Morée. Très belle soirée à vous et à demain 19h.